Bonjour tout le monde. Aïcha, j'ai lu un peu de votre livre, Mon fils perdu, qui est vraiment une histoire extraordinaire. Je crois qu'il faut commencer un peu avec votre voyage dans votre vie, parce que vous avez vécu des circonstances très dures. Et alors, peut-être pour l'audience, il faut commencer, si vous pouvez raconter vos expériences comme jeune fille. Bonjour, monsieur, dame. Et je vous remercie, Kogal, qui m'a invité, donné l'occasion de vous connaître et vous transmettre tout mon message et ma vue depuis l'âge de 14 ans jusqu'à 64 ans. Et je suis très heureuse d'être parmi vous. Je suis une jeune fille de 14 ans d'une famille de 2 filles et 2 garçons dans le Moyen Atlas au Maroc. Et j'ai perdu mon papa, j'avais 2 ans. J'étais élevée par mon oncle, il était adorable, un homme qui peut vivre maintenant dans cette époque, en ce moment, et qui m'a donné la force, il m'a donné de caractère, de se battre, et que je ne suis pas simplement une fille, que je suis une personne. Malheureusement, j'étais née dans un pays que c'est une femme, ce n'est pas autrement. Et donc, je me suis mariée avec le père Moussaoui. C'est mes parents qui l'ont choisi, je ne le connais pas, je ne voulais pas me marier parce que, voilà. Vous avez 14 ans. J'avais 14 ans, je n'avais aucune idée de ce que ça veut dire un homme. Et j'avais 15 ans, et j'ai donné la naissance d'une fille qui s'appelait Nadia. Et elle est morte 7 mois après. Et crois-moi que c'était quelque chose de dur d'avoir 15 ans et de perdre un enfant. C'était quelque chose que je peux pas vous dire comment ça se passe parce que je me suis assise et je veux mourir pour aller voir ma petite. Alors que je ne savais pas que j'étais enceinte déjà de 3 mois. Et 4 mois après, il y a un bébé encore qui est né de 7 mois. Et je l'ai perdu 7 jours après. Alors crois-moi que perdre un enfant, c'est quelque chose de très dur pour moi. Donc voilà mon parcours de 14 ans jusqu'à 18 ans, 19 ans quand je suis rentrée en France. Donc le père Moussaoui lui est venu rentrer en France. Je ne voulais pas venir en France parce que cet homme, je ne l'aime pas, je ne le connais pas. Il était plus âgé que moi, il ne me comprenait pas. Mais il m'avait dit, si vous ne venez pas en France, je ne viens pas. Alors donc je suis venue en France parce que pour moi, tout le monde me dit, la France est un pays que les femmes ils étaient respectées, les femmes ils avaient de l'avenir. Et donc j'ai écouté et je suis venue. Mais je ne regrette pas de venir en France. C'est un pays qui m'a donné beaucoup de choses, que mon pays d'origine ne me l'a pas donné. J'ai eu 2 filles et 2 garçons après. Et donc, je suis arrivée à l'âge de 23 ans. J'étais tout le temps battue, pas respectée, maltraitée. Mon ex-mari ne voulait pas travailler. Donc, et moi, j'avais été élevée avec un homme qui m'a donné la valeur, qui me donnait, tu es ma fille, pour moi, tu es un garçon, tu es une fille, parce que lui, il n'avait pas d'enfant, j'étais la seule pour lui et tout. Et j'ai eu du mal à vivre ça. Et un jour, j'ai dit à mon ex-mari, assieds-toi, je veux te dire quelque chose. Je ne veux plus que tu me tapes, je ne veux plus que tu me craches sur la figure. Je veux que tu me respectes autant que je te respecte. Elle m'a dit, non. Elle m'a dit, pourquoi? Tu as grandi maintenant? J'ai dit, oui, j'ai grandi. Elle m'a dit, tu partiras de chez moi au cimetière, mais tu ne partiras pas autrement. Et donc, j'ai décidé de partir quand même, parce qu'il battait les enfants. Et je suis partie quand Zacharias, il avait 3 ans.
J'étais dans un foyer des femmes battues parce que j'avais pas de famille, j'avais pas d'argent. Je suis couturière de métier. Et donc, j'étais à madrasa de l'âge de 6 ans jusqu'à l'âge de 11 ans, mais je n'ai pas été à l'école traditionnelle comme vous. Et donc, je suis rentrée en France. Et à partir du moment que j'ai divorcé, j'ai pris des cours de français. Et j'ai pensé que si je voulais vivre en France, il faut que je fasse le nécessaire pour vivre comme tout le monde. Donc, ce n'était pas facile parce que 4 enfants à la maison et le travail toute la journée. Le soir, crois-moi que je n'ai pas le temps de dire que je suis fatiguée, que je tombe déjà raide et je dors. J'étais contente et j'étais heureuse parce que j'avais mes enfants, j'étais heureuse. Je voyais mes enfants, ils sont plus battus, ils mangent à leur faim, tout va bien, ils font du sport, ils font du tennis, ils vont au ski, tout va bien. Et j'ai fait un examen, je suis rentrée à France Télécom comme préposée interne. J'étais contente de moi, que je sauvais mes enfants. Et j'ai décidé de ne plus penser à ces petits qui sont morts. Mais quand j'attends quelqu'un est mort, j'ai toujours pensé à mes enfants. Et c'était très dur. Mais jusqu'à le drame de... Mais alors là, ce qui est frappant en votre histoire, c'est que vraiment, vous avez construit une vie pour vous, pour vos enfants, qui était tout à fait différente que celle que vous l'avez connue. Et hier, on a entendu de plusieurs gens les histoires qu'ils devenaient extrémistes à cause de pauvreté, à cause de manque d'éducation, à cause de manque, quoi. Mais vos enfants avaient des choses, vous venez de les décrire, et même vous m'avez dit hier que Zacharias il a fait un doctorat en Angleterre. Alors là, ce n'était pas la question de ne pas avoir des choses, ça a dû être quelque chose d'autre. Qu'est-ce qu'il cherchait, à votre avis? C'est-à-dire que moi, j'étais la seule à être musulmane à France Télécom. Et j'avais construit loin de la ville, donc on n'en avait pas beaucoup de contact avec les quartiers qui sont assez populaires et tout. Et à partir du moment qu'ils avaient arrivé au lycée pour partir après, pour faire leur bac et après universitaire, ils ont eu le contact avec des gens ils ne vivent pas de la même chose que nous. Et je pense que si on avait vécu dans un quartier chaud, qui comprend qu'est-ce que ça veut dire d'être arabe, qu'est-ce que ça veut dire tous les problèmes qu'il y a entre les musulmans, les chrétiens, les juifs. Pour moi et mes enfants, on a toujours côtoyé les gens, on n'a jamais regardé leur religion, ni leur couleur. Moi, je travaille, je ne m'occupe pas de ça. Et donc, mes enfants, ils étaient naïfs de ce côté-là. Ah bon? Ils étaient naïfs de ce côté-là. Et mon fils Zacharias, il fréquentait une fille depuis l'âge de 15 ans jusqu'à 25 ans, 26 ans qu'il est parti en Angleterre. Et moi, je ne savais pas que le père de cette fille, il a trouvé mon fils devant la porte avec des copains. Il lui a dit « Et vous là-bas, ne croyez pas qu'un jour tu vas t'asseoir à ma table. Lâche ma fille. » Et il était attaché à tenir la fille et lui a dit « Lâche ma fille. » Et donc, mon fils, il continue à fréquenter cette fille, mais moi, je n'étais pas au courant de tout ça. La fille vient chez moi, il mange chez moi, il dort des fois chez moi, tout va bien. Mais c'est après, quand il y avait le problème de Zacharias, que ma fille Jamila, elle m'a dit, tu sais, maman, Zacharias, il n'a jamais mis les pieds chez Karine. Son père, il l'a jamais voulu. Moi, j'y suis tombée, j'ai dit, ah bon? Et moi, pourtant, je reçois cette fille, je l'aimais. Et j'ai pensé que mon fils, il va faire sa vie avec cette fille. Parce qu'elle, elle l'aime. Moi, j'ai pensé qu'ils vont faire leur vie. Et donc, ça, c'est une chose. Et deuxième chose, c'est que
Il va aller en boîte, comme tous les jeunes. Il se fait refouler, il ne le laisse pas sortir. Il se fait traiter de négro, il se fait traiter de sale arabe, rentre chez toi. Et moi, tout ça, je ne savais pas. Abd Samad, des fois, il me dit, tu sais, on est rentré parce que, bon, il y en a marre, on n'est que des Arabes. Et moi, je dis, oh, ne fais pas attention à ça, parce que je dis, on est en France, il y a des Arabes, il y a de toutes les races. Mais je n'ai jamais cherché. C'est ça que je m'en veux. Je n'ai jamais cherché. Je ne pensais pas. Je ne savais pas. Alors, et donc, ça creusait et ça fait des blessures dans le cœur de mes deux garçons. Parce que Zacharias, il est parti avec les Wahhabites et Abd Samad, il est parti avec les Habash. Alors, il se sentit exclu. Et le père de cette fille, elle ne voulut pas parce qu'il était arabe? Arabe, oui. Ah bon. Alors, arabe, oui. Et vous m'avez dit hier que il t'a raconté que finalement, il voulait être un beau musulman. Qu'est-ce qu'il voulait dire par ça? Je pense, après le parcours que je suis partie voir, je suis partie en Angleterre parce que j'ai tellement de questions que je n'ai pas de réponse, que je suis malheureuse, que je tourne en rond, que je parle à sa photo jusqu'à aujourd'hui. Je suis partie en Angleterre et donc j'ai insisté à certaines, dans des mosquées que, ben, on disait à des enfants comme le mien, par exemple, ben, vous êtes musulmans et vous êtes instruits, vous êtes bien, on n'a rien à se vous reprocher, mais non, on n'en veut pas de vous. Et quand ils cherchent du travail, il n'y a pas de travail. Donc, et à partir du moment qu'on n'a pas de travail et qu'on se sentait rejeté, qu'on aime une fille, qu'on n'a pas le droit d'aimer une fille comme on veut, et qu'est-ce qu'il nous reste? Il nous reste les extrémistes qui nous ouvrent la porte pour aller faire de nos enfants des extrémistes radicaux et criminels. Mais c'était une vision d'être un beau musulman très différent que la vôtre, évidemment. C'est une idée d'être un beau musulman, ça veut dire pour lutter pour une cause. Être un beau musulman pour moi, c'est que mon fils, il pourrait être un beau musulman et même aider à éduquer les autres, parce qu'il est instruit. Et il pourrait aller s'instruire dans le vrai islam que Sayyidina Mohammed il nous a donné, il nous a laissé. Ce n'est pas l'islam des extrémistes. Parce que l'islam des extrémistes, c'est radical, c'est méchant, il détruit tous les enfants des autres. Alors que Dieu nous a dit, aimer les uns et les autres, respecter la tolérance et l'amour. Et est-ce que vous avez pris vos enfants aux mosquées quand ils étaient jeunes? Autant quand mes enfants ils étaient jeunes, il n'y en avait pas ce problème comme il y a maintenant. Moi, je me rappelle quand je parlais à mes enfants, parce que mon arrière-grand-père, il était imam à Rachidia, au Maroc, dans le sud du Maroc. Et quand je lui explique tout ça, quand je lui explique le respect des parents, quand je lui explique le respect de l'islam, quand j'ai dit qu'il y a 5 piliers de l'islam, ça, aller à la Mecque, faire le ramadan, la prière, le sadaqa, c'est-à-dire le sacrifice et tout ça, elle me dit, maman, on n'est pas au Maroc, arrêtez. Mais seulement, ils ont trouvé les gens qui sont plus forts que moi pour les émettre ça bien comme il faut, écouter mieux que moi. Moi, je suis qu'une mère, moi, je les aime, mes enfants. Moi, je ne vois pas intérêt, quand je parle avec eux, s'ils ne veulent pas m'écouter, je le laisse. Mais j'ai toujours parlé de l'islam, j'ai toujours parlé de... Quand maman il est venue chez moi, il est resté 1 an et demi, quand je l'écoute, quand j'ai dit oui, maman, elles m'ont toujours dit, ah, tu écoutes trop ta mère, à ton âge. Je dis oui, mais c'est maman. Dans ma religion, c'est ma maman. Même il me dit des choses qui ne me plaisent pas, je dis oui, maman. Elle me dit, mais tu dis non toujours des choses que ça ne te plaît pas, et ta mère, tu dis oui. Parce que je lui dis, c'est ma mère, je le respecte. Je ne veux pas faire contre elle quelque chose, mais je ne veux pas lui dire non.
Ça, je vous assure, c'est pas seulement d'être musulman ou d'être n'importe quoi. Tous les enfants comme ça sont comme ça. J'ai ça avec mes fils aussi. Mais respecter les parents, ça c'est une idée en presque toutes les religions Tout à fait. de l'humanité. Tout à L'idée que fait. les gens plus âgés, les gens qui vous donnent à vie, qui vous donnent la nourriture, la maison, tout ça. Et alors, quand vous parlez à Zacharias plus tard, l'idée de continuer de respecter ses parents, ce n'est pas une partie de son idéologie? Ben, c'est-à-dire qu'à partir du moment qu'elle a commencé à côtoyer ces mouvements, j'ai constaté, mais j'avais dit, bon, moi j'avais pensé qu'il a grandi, il devenait un homme, et comme il n'y a pas le papa, donc j'ai pensé qu'il commence à me montrer que c'est lui l'homme. Quand je commence à parler, il commence à me dire, oui, 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 d'accord. Oui, 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 d'accord. Voilà. Et donc, j'étais quand même 4. C'est pas facile à parler à 4 personnes que le dernier, Zacharias, il avait 20 ans et les autres, 22 ans, 24 ans, parce qu'ils en avaient 1 an et demi de différence. J'ai commencé à sentir que je suis dépassée, parce qu'ils sont 4, moi je suis toute seule. Donc, et là, les islamistes, ils ont pris le rôle. Parce qu'il a commencé à dire que à partir du moment qu'une mère elle porte pas le foulard, c'est pas un bon exemple. Mais moi je peux pas porter le foulard, je regrette, je peux pas, je me touffe. C'est pas je ne croyais pas, je suis une bonne musulmane. Mes actes de tous les jours, Dieu il le sait que je suis une bonne musulmane. Je fais mon ramadan, je fais mes prières, je peux rendre service quand je peux, je partage les souffrances des autres, je donne ce que je peux quand j'aide comme je peux, mais je ne peux pas faire des choses qui me insupportables pour moi. Le foulard, je ne peux pas le faire, je regrette, je ne peux pas. Et là, donc, Zacharias, il ne m'a pas dit ça, mais il m'a fait comprendre ça, que c'est dommage, maman, que tu ne portes pas le foulard. Mais Abd Samad, le deuxième qu'il y a avec les habachistes, il a dit si tu veux que je vienne te voir, tu portes le foulard. Je lui dis moi je pense que j'ai travaillé 30 ans pour que tu sois un homme, et je te donnais mon amour, je te donnais mon argent, je te donnais mon temps pour que tu sois un homme. Et maintenant, si tu veux un foulard à ma place, je regrette. Je ne peux pas venir envers vous avec un foulard. Et on a coupé les ponts. Ça fait 15 ans. C'est dur. C'est vrai. Je pleure tous les jours. Mais mes idées sont mes idées. Mais oui. Mais et quand, après que Zacharias était au prison et vous avez assisté à la procédure, vous avez vraiment lutté pendant 5 ans. Et là, vous étiez en contact encore une fois avec Zacharias. Jusqu'à 2006. Il vous a parlé sur le téléphone. Est-ce qu'il a changé des idées au prison? Qu'est-ce qu'il te racontait? C'était dans la prison que j'ai compris que mon fils n'était plus le même. On n'était plus sur le même longueur, on n'était plus sur le même raison. Lui, il me parlait des djihad, il me parlait de ci, il me parlait de là. C'est des choses que moi, c'est mon fils. Moi, c'est une partie de moi. Moi, c'est... Je le vois enchaîné, je le vois avec une main enchaînée à sa taille. Je ne peux pas lui dire, moi j'aurais aimé de lui dire, mon fils, reprends-toi. Moi je t'aime, je lui dis, je t'aime. Elle me dit, je sais maman, je sais, moi aussi je t'aime, prends soin de toi. Je compte sur toi pour que tu sois forte. Mais c'est quelque chose de très dur. Qu'est-ce qu'elle me dit? C'est pas ça. J'ai tellement de choses à lui dire. J'ai tellement de choses à lui dire. Reprends-toi, sors de là. Et puis il est tellement entraîné de sa haine. Et quand j'étais à l'audience qu'il a dit mort aux Juifs, mort aux Américains, j'ai compris que c'est perdu.
j'ai compris que c'est perdu. Et c'est quelque chose que je le souhaite à aucune maman au monde. Et c'est vous maintenant qui lutte pour que les autres mères ne devraient pas souffrir comme vous avez souffert. Mais vraiment, là, il y a des jeunes comme votre fils, comme vous avez décrit, qui n'écoutent pas à leurs parents et qui choisissent des vies très différentes. Et comme vous avez décrit, ils se sentaient exclus dans leur société, ils n'avaient pas l'opportunité d'être vraiment français, Oui. d'après ce que vous dites. Mais au même temps, parce que nous avons discuté ça hier, au même temps, il y a toute une génération de jeunes aux pays arabes qui font très différemment que leurs parents, et leurs parents les écoutent, les suivent pour faire un changement énorme. Alors, je voulais vous poser la question, que dites-vous aux jeunes alors, et leurs parents dans ces pays-là? Exactement, les jeunes trouvent une voie très différente et les parents les suivent. Depuis l'histoire de 11 septembre, je me suis engagée. D'abord, je vous dis quelque chose pour après le 11 septembre. J'avais pensé aux parents des victimes. Et donc, il y a un monsieur Bob Hodge et qui est dans la salle que j'ai aussi fait connaissance le 2002 avec les parents des victimes. Et j'ai rencontré 5 parents des victimes. J'avais demandé aux droits de l'homme, je voudrais rencontrer les parents des victimes. Je souffre tellement et que eux, ils veulent me comprendre parce qu'ils sont aussi. Parce que moi, j'ai déjà perdu 2 enfants. Je sais qu'est-ce que ça veut dire la mort. Je sais qu'est-ce que ça veut dire de perdre un enfant. Ils m'ont permis de connaître 5 familles et on s'est fait connaissance, on a parlé, on s'est embrassé, on a raconté nos histoires, nos souffrances. Et puis jusqu'à maintenant, on est toujours en contact. Il y avait une mère de famille, 2 mères de famille qui sont venues me voir à Narbonne et que j'ai amené avec moi pour connaître des parents qui sont aussi, comme vous dites, la question que vous m'avez posée, c'est des parents qui souffrent, que les enfants disent à leurs parents, tu ne comprends rien à l'islam, tu es qu'un ignorant, laisse-moi tranquille. Donc, ces parents, ils souffrent, mais ils n'osent pas le dire, parce que ces parents, parce que dans l'islam, on n'a pas le droit de juger les parents. On n'a pas le droit de dire à un père ou une mère, tu es un mécréant, alors que c'est lui qui la met au monde dans l'islam. Parce que quand on est d'une mère musulmane et un père musulman, on n'a pas à être converti à quoi que ce soit. On est déjà musulman. On pratique pas. Ça appartient qu'à nous. Ça appartient pas à quelqu'un de nous dire faire ça ou faire ça. Parce que c'est entre moi et Dieu. Et donc, Phyllis Rodriguez et Robert, ils sont venus me voir et on a été à Narbonne, on a été voir des familles, on a discuté avec des familles et toutes les associations de Montpellier, Carcassonne, Narbonne et jusqu'à Paris, ils m'invitent et je parle avec les mamans. Je l'explique que c'est une souffrance horrible et que moi, mon fils, il est intérêt vivant pour des causes qu'il n'a pas commises, et c'est parce qu'il était extrémiste et qu'il était brûlant dans ses paroles. Aïcha, vous avez vécu une vie de lutte pour vous-même, pour vos enfants. Vous avez vraiment finalement lutté pour les idées de ton oncle, pour les filles et les garçons d'être plus égaux, d'être également respectés. Vous avez triomphé dans votre vie en France et alors souffert beaucoup avec vos enfants, avec votre fils certainement.
Mais je veux vous dire ici, devant tout le monde, que vraiment votre livre, quand vous parlez comme ça, c'est un cœur pour tous les enfants, pour qu'ils ne souffrent, ils n'expérimentent pas ce que Zacharias a fait, et que vraiment vous êtes une championne pour l'humanité. Et je vous remercie. Merci beaucoup. Moi, mon lutte et ma mission, c'est que quand ces jeunes filles qui me trouvent dans la rue, qui me rencontrent dans la rue, qui me disent « Aïcha, tu sais, je t'ai écouté, j'ai expliqué à mes parents que je ne veux pas me marier à 14 ans, je ne veux pas me marier à 15 ans. » Ou alors les garçons, parce que les garçons, ils sont très gentils aussi, et qui me disent « Quand je te vois comment tu souffres, je n'ai pas envie d'écouter personne. » Eh bien, moi, j'ai continué à montrer que d'être un beau musulman, c'est de vivre ensemble et d'aimer les uns et les autres et de respecter les uns et les autres et la tolérance. Et j'espère un jour qu'entre les Palestiniens et les Israéliens, il y aura la paix. C'est une chose que je souhaite beaucoup parce que j'ai beaucoup d'amis palestiniens, israéliens, et ça, c'est trop beau le jour où je vais les voir, vivre ensemble dans la paix, dans le respect. Et j'espère aussi que le printemps arabe, il soit bon pour la jeunesse et que la jeunesse y prend leur histoire en main dans de bonnes conditions et qu'ils ne se font pas voler leur victoire de jeunes parce qu'ils méritent de vivre dans le respect et la tolérance et l'amour et éviter la corruption qu'il est en train de bouffer le monde arabe. C'est la corruption. Merci. Je vous souhaite bonne journée et merci beaucoup de m'écouter. Merci.